Alors, bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder dans ce cours-là le cortex cérébral ou l'écorce cérébrale et les plexus choroïdes. Nous commençons tout de suite par l'étude du cortex cérébral, qui est le revêtement de substances grises, d'accord, qui forment le cerveau, formé par un groupement de neurones à la structure particulière et qui vont assurer les fonctions assez développées, d'accord, du cerveau. Donc, pour entamer notre étude déjà, on va voir les caractéristiques du cortex cérébral. On va trouver pour le cortex cérébral 4 caractéristiques histologiques. D'accord? Tout d'abord, on va avoir son plissement, d'accord? C'est-à-dire que à sa surface, vous allez trouver de nombreux plis et ces plis-là vont permettre d'augmenter la surface du cortex. Aussi, vous allez avoir sa faible épaisseur qui est de l'ordre du millimètre et sa stratification, d'accord, en nombreuses couches et son hétérogénéité. On veut dire quoi par hétérogénéité? C'est-à-dire que la structure histologique et les couches du cortex cérébral varient dans la surface du cerveau. D'accord? C'est-à-dire que vous allez trouver à certains endroits 2 couches, à d'autres endroits 4 couches et d'autres endroits encore 6 couches. Contrairement par exemple au cervelet qui est caractérisé par son homogénéité, où vous allez trouver dans toute la surface du cervelet ces 3 couches caractéristiques. D'accord? Bon, alors nous allons commencer tout de suite l'étude histologique du cortex cérébral. Et dans ce schéma-là, on vous a présenté le cas de l'isocortex. Et plus précisément, l'isocortex homotypique. D'accord? C'est la partie du cerveau, c'est la forme retrouvée majoritairement au niveau du cortex cérébral. Et elle va vous expliquer, d'accord, le fonctionnement du cortex cérébral. Donc, vous devez maîtriser ces 6 couches-là du cortex cérébral, bien les comprendre. Ensuite, ces variantes, les différentes variantes du cortex cérébral seront plus simples à comprendre. D'accord? Donc, au niveau du cortex, d'accord, bien de l'isocortex, vous allez avoir le président, bien le grand chef, d'accord, la cellule maître de l'isocortex, et il s'agit tout simplement des grandes cellules pyramidales. D'accord? Vous allez avoir les grandes cellules pyramidales ou bien les cellules de Betz qui sont les cellules caractéristiques du cortex cérébral. Ensuite, vous allez avoir les petits chefs, d'accord? Et ces petits chefs-là, ce sont les petites cellules pyramidales, d'accord? Vous avez ici là des cellules pyramidales qui sont plus petites que les grandes cellules pyramidales. Et pour travailler avec ces cellules pyramidales-là, avec ces chefs, vous allez avoir des secrétaires, d'accord, ou bien des auxiliaires. Et ces auxiliaires-là, ce sont les cellules granulaires. D'accord? Donc, l'ordre va, bien l'information, d'accord, l'ordre va arriver aux petits chefs qui vont les envoyer vers les grands chefs, d'accord? Et le maître de le maître à bord, d'accord? Celui qui va ordonner, envoyer les actions pour répondre, c'est ces grandes cellules pyramidales. Donc, vous allez avoir pour recevoir l'information
de la périphérie de la première couche, qui est une couche donc qui va avoir obligatoirement qui va avoir obligatoirement une majorité de fibres nerveuses, et c'est la couche moléculaire. D'accord? Donc vous avez ici cette couche-là moléculaire qui va avoir des fibres nerveuses qui vont par lesquelles on va pouvoir recevoir des informations de la périphérie. D'accord? Par lesquelles on va recevoir les informations de la périphérie. Ces informations-là vont tout d'abord arriver au petit secrétaire, c'est-à-dire à la deuxième couche qui est la couche granulaire externe, sachant que l'interne, d'accord, c'est dans la substance blanche, d'accord, interne par rapport à la substance blanche du cerveau. Donc, la première couche, c'est la couche moléculaire, et la deuxième couche, c'est celle des petits secrétaires, c'est-à-dire la couche granulaire externe. D'accord? Après que l'information soit arrivée à la couche granulaire externe, c'est-à-dire au petit secrétaire, cette information-là va être envoyée des petits secrétaires vers les petits chefs, c'est-à-dire vers la couche pyramidale externe. D'accord? Cette couche-là pyramidale externe, d'accord, de cette couche-là pyramidale externe, l'information va être envoyée vers le grand chef, mais toujours avec un intermédiaire, par le biais du secrétaire. C'est le secrétaire, c'est le grand secrétaire du grand chef, d'accord? Et donc, on va aller vers la couche granulaire interne. Après la couche granulaire interne, c'est-à-dire après ces grands secrétaires-là vont envoyer l'information, bien l'influx, vers les grands chefs, c'est-à-dire vers les cellules pyramidales internes, qui sont des cellules, comme vous voyez, qui sont géantes, d'accord, qui ont été nommées, d'accord, les cellules de Betz. Ok? Donc, ces grands chefs-là, après, vont envoyer les ordres, d'accord? Nous avons les influx nerveux provenant du cerveau qui vont être envoyés par des fibres nerveuses qui constituent la couche multiforme. D'accord? Donc tout ça pour comprendre comment le cerveau fonctionne par ces couches. D'accord? C'est-à-dire comment l'histologie du cerveau va expliquer son fonctionnement. Donc, maintenant, si on veut aller être plus sérieux, ces couches-là du cerveau sont obtenues, d'accord, après études histologiques. Et on peut utiliser différents moyens pour les visualiser. Donc, plusieurs techniques histologiques. Nous avons déjà la technique de Golgi, par imprégnation en sel d'argent, où vous allez avoir les dendrites, les corps cellulaires et les axones. Ensuite, vous avez la technique de Nissen qui vous montre que les corps cellulaires. Et vous avez la technique utilisant la myéline, d'accord? Où donc on va avoir deux types de stries si on visualise la myéline. Vous avez des stries qui sont parallèles, d'accord? C'est-à-dire parallèles à la surface de l'écorce cérébrale, et des stries qui sont perpendiculaires à la surface de l'écorce cérébrale. Bon, dans cette image-là sont montrées deux stries parallèles qui sont bien visualisées. C'est la strie externe et la strie interne. La strie externe qui se trouve dans la quatrième couche et la strie interne qui se trouve dans la cinquième couche. Bon, alors maintenant, nous allons voir les variations de stratification du cortex cérébral, c'est-à-dire que le modèle qu'on vient de voir de 6 couches n'est pas constant au niveau de toute la surface du cortex cérébral, pour la simple raison que le cortex cérébral est caractérisé par sa stratification. Alors, on va tout d'abord trouver
deux types de cortex cérébral. Nous avons l'allocortex et l'isocortex. L'allocortex est caractérisé par la présence de deux couches. La première est granulaire et la deuxième est pyramidale. Et l'isocortex est caractérisé par la présence de 4 ou 6 couches. Alors, l'allocortex se divise en deux groupes selon l'origine, on va dire, phylogénétique. C'est-à-dire qu'on va trouver l'archicortex qui est la partie la plus ancienne, d'accord? Et cette partie-là consiste en l'hippocampe qui est chargé de l'émotion. D'accord? C'est le siège, voilà, de l'émotion. Et on va avoir le paléocortex qui est représenté par le bulbe olfactif. D'accord? Et par exemple, chez le chien, vous allez avoir plus de paléocortex, il va être le plus prédominant vu que l'odorat du chien est très développé. Alors, ensuite, concernant l'isocortex, il se distingue en deux types. Vous avez l'isocortex homotypique qui va comporter les 6 couches caractéristiques qu'on va voir et l'isocortex hétérotypique qui ne compte que 4 couches. Donc, concernant l'isocortex homotypique, vous avez le type frontal, sachant que voilà, le cortex frontal donne des ordres moteurs particulièrement, et donc vous allez trouver dans le type frontal la couche 3 et 5 qui comporte les cellules pyramidales qui va être plus développée. Et le type pariétal qui est plus un siège, on va dire, de coordination, d'association, d'accord? Et sensitif. Donc, vous allez avoir la couche 2 et 4 qui comportent des cellules granulaires plus développées. Et le type polaire qui va être moins épais et comporter une plus grande densité cellulaire. Aussi concernant l'isocortex hétérotypique, vous allez avoir deux types, le type granulaire et le type agranulaire. Le type granulaire va comporter des cellules granulaires et pas de cellules pyramidales. Donc, vous n'allez pas avoir les couches 3 et 5. Et c'est une région qui va être donc surtout sensorielle. Et le type agranulaire va pas comporter de cellules granulaires, mais va comporter des cellules pyramidales. Donc, vous allez avoir une réduction des couches 2 et 4. Et donc, cette région-là va être surtout motrice. Alors, bon, ça, c'est juste du texte, d'accord? Pour votre... d'accord, c'est juste du texte. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux différents types de cellules présents au niveau du cortex cérébral, d'accord? On va voir différents neurones. Donc, vous avez des cellules pyramidales, d'accord? Dans les corps cellulaires sont présents dans la couche 5. Un prolongement de valeur dendritique va vers la couche moléculaire, d'accord? Et les axones vont vers la couche plexiforme, d'accord? Ensuite, vous allez avoir dans la couche moléculaire des cellules horizontales, d'accord? Et vous avez aussi des cellules à basket, d'accord? Dans la troisième couche, des cellules à basket. Vous avez des cellules fusiformes, des cellules stellaires, d'accord, en étoile, et des cellules de Martinotti, d'accord?
dans la couche plexiforme. Ça, c'est juste donné à titre indicatif. Maintenant, si on s'intéresse à ces couches-là d'un point de vue, voilà, image histologique, on va, voilà, vous voyez les 6 couches, c'est pas comme le schéma. Donc, nous passons maintenant vers l'étude des plexus choroïdes. Avant d'entamer les plexus choroïdes, on fait un petit rappel des méninges. Il s'agit tout simplement d'une enveloppe qui va recouvrir le cerveau et la moelle spinale, d'accord, et qui est formée par deux parties, d'accord. On va de dehors en dedans. Nous allons trouver la pachyméninge ou bien la durmère selon l'ancienne nomenclature et la leptoméninge. La leptoméninge est formée par l'arachnoïde et l'apimère, d'accord, qui sont voilà deux feuillets séparés l'un de l'autre par un espace qui est appelé l'espace subarachnoïdien, d'accord. Et cet espace-là subarachnoïdien est rempli par le liquide cérébrospinal ou bien le liquide céphalorachidien, puisqu'il dérive du tube neural, est formé par une cavité en son centre et c'est les ventricules, d'accord. Ces ventricules-là sont remplis par du liquide cérébrospinal ou bien le liquide céphalorachidien, d'accord. Et donc, ce liquide-là est excrété par les plexus choroïdes, d'accord, qui se trouvent dans la partie la plus interne du tissu nerveux, d'accord. Et ces plexus choroïdes-là sont voilà, formés par des épendymocytes qui sont chargés par la production de ce LCR. Ce LCR qui circule dans les ventricules va ensuite rejoindre l'espace subarachnoïdien pour atteindre la circulation générale, d'accord. Bon, alors, ici, là, vous allez avoir l'os. Et ici, vous avez la pachyméninge, ou bien la durmère, qui est en contact avec l'os. Et là, vous allez avoir l'arachnoïde, d'accord, des trabécules arachnoïdiennes. Et ici, là, vous avez la pimère, qui est en contact avec le tissu nerveux. D'accord? Donc là, c'est la leptoméninge. Alors, maintenant, si on va faire un zoom de la leptoméninge qui va suivre le tissu nerveux, le suivre même dans les plis, d'accord, comme vous voyez ici, du cortex cérébral et ramené avec les éléments conjonctifs et les vaisseaux sanguins, on va trouver la formation, d'accord, de ces éléments-là, qui sont les plexus choroïdes, qui sont formés par un axe conjonctif et vasculaire, d'accord, et un revêtement leptoméningé qui les caractérise. D'accord? Cette région-là, c'est les plexus choroïdes. Ces plexus choroïdes-là sont formés par un axe conjonctif, puisque vous avez ici des vaisseaux sanguins, et ce qui va suivre les vaisseaux sanguins, c'est des fibroblastes, d'accord, et des fibres de collagène, et un revêtement de leptoméninge, d'accord, un revêtement de leptoméninge, c'est-à-dire, vous allez avoir ici là, l'arachnoïde et l'apimère. Et dans sa partie la plus externe, vous aurez les épendymocytes, pour la simple raison que c'est les organes qui vont se charger
de la filtration du liquide céphalo-rachidien. Alors, vous avez un axe conjonctivo-vasculaire et un revêtement avec des épendymocytes. Maintenant, concernant les rôles des plexus choroïdes, quand vous le voyez sur cette image-là, vous avez la diffusion de l'eau et des ions, d'accord, vers la lumière du ventricule pour former le LCR. Et là, vous avez aussi la réabsorption des déchets. Bon, ce n'est pas montré. Et quand vous voyez ici, vous avez un capillaire qui est fenestré pour permettre la diffusion d'un maximum d'éléments essentiels, d'accord, pour la formation du LCR. Par contre, ici, là, comme vous voyez, ces épendymocytes présentent des jonctions étanches qui vont permettre, voilà, de constituer la barrière hémoméningée. Pour résumer les rôles des plexus choroïdes, on va avoir une fonction sécrétoire qui est l'élaboration et la sécrétion du liquide céphalorachidien, une fonction de résorption notamment de déchets et une fonction de sélection constituant la barrière hémato-méningée. Cette barrière hémato-méningée là, c'est important de connaître, d'accord, notamment par exemple concernant des médicaments comme les antibiotiques. Est-ce que ces antibiotiques-là vont diffuser la barrière hémato-méningée ou non? Et pour, par exemple, traiter un cas de méningite, d'accord, il faut connaître quel antibiotique utiliser. Est-ce que cet antibiotique-là est bon pour telle ou telle bactérie, certes, mais est-ce que cet antibiotique va traverser cette barrière hémato-méningée? Alors, une question très importante, et c'est concernant la barrière hémato-encéphalique et la barrière hémato-méningée. Est-ce que barrière hémato-encéphalique signifie barrière hémato-méningée? Est-ce que ces deux termes-là sont équivalents? Eh bien, ça dépend des supports, d'accord? Vous allez trouver certaines sources qui vont vous dire que la barrière hémato-méningée est la barrière hémato-encéphalique, et d'autres sources qui vont vous dire autre chose. Déjà, qui dit barrière hémato-encéphalique, c'est plutôt une barrière entre le sang et le tissu nerveux, d'accord? Et qui est assurée déjà, comme vous voyez là, dans cette image-là, par les astrocytes, d'accord? Et barrière hémato-méningée, c'est déjà une barrière qui est située entre le sang et le LCR. Donc, il y a différents dispositifs qui vont assurer, on va dire, une barrière ou bien une interface, d'accord, ou bien une filtration entre le sang et le système nerveux. Déjà, vous allez avoir la barrière arachnoïde LCR, d'accord, au niveau des villosités arachnoïdiennes, et vous avez la barrière sang LCR qui est assurée par les plexus choroïdes et la barrière sang cerveau qui est assurée par les astrocytes. D'accord? Donc, il y a différents dispositifs qui sont assurés pour la plupart par des cellules gliales, d'accord, et qui vont permettre de filtrer, on va dire, et de contrôler la qualité et la quantité des éléments qui vont passer vers le tissu nerveux.